Bon, on va commencer. Bonjour. Donc, ce que je veux vous faire cette année, c'est un cours sur la matière active. Je ne vais pas l'orienter explicitement vers des problèmes biologiques. Je vais essayer de rester à un niveau un peu plus général. Par contre, quand je vous donnerai des exemples, je vous donnerai des exemples qui, la plupart, viennent de systèmes biologiques. Donc, c'est un peu comme ça que je veux orienter le cours de cette année. Je vais faire le cours au tableau. Je suis absolument incapable, vous le verrez très vite, de faire le moindre dessin au tableau. Donc, je vous montrerai des figures qui sont sur mon ordinateur. Mais tout le reste, j'essaierai de le faire au tableau. Je vais commencer aujourd'hui par des choses très, très simples. Ce que je veux essayer de discuter, c'est des propriétés très simples de la matière hors d'équilibre. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on fait, en tant que physicien, pour décider si un système est hors d'équilibre. Donc, c'est ça la question que je vais poser dans le premier cours. Alors, j'ai annoncé un programme de cours assez rigide, avec un titre à chaque cours. Tous les cours n'ont pas la même longueur. Peut-être que je déborderai un peu sur le cours suivant aujourd'hui. Certains autres sont plus longs, donc je pense qu'à la fin, ça va finir par se moyenner comme il faut. Parmi les choses que je voulais dire, j'accepte tout à fait les questions au milieu du cours. Il ne faut absolument pas vous bloquer là-dessus. Surtout s'il y a par exemple des termes biologiques ou des choses comme ça qui ne vous paraissent pas claires. Ce n'est pas très facile pour moi de savoir ce que les gens connaissent ou pas, donc n'hésitez pas à poser des questions, surtout pour ces problèmes de langage, pour d'autres problèmes aussi si vous voulez, mais pour ces problèmes-là, n'hésitez pas. J'ai des notes, mes notes sont écrites de façon manuscrite, j'ai essayé de les écrire proprement, je vous les mettrai sur Internet avec les figures qui sont là. J'ai des films aussi, ce n'est pas très clair pour moi ce que je peux mettre ou pas mettre sur Internet avec les films, donc avant de les mettre, je me renseignerai, parce qu'il y a des questions de droit de propriété que je ne veux pas violer. Donc le cours dure 1h30. Après, il y a un séminaire. Donc le séminaire aujourd'hui est fait par Julien Tailleur, qui est quelque part par là, et qui est un des théoriciens spécialistes de la matière active. Donc voilà un peu les choses générales que je voulais dire. Donc je vais commencer aujourd'hui par un cours que j'ai appelé « Matière hors d'équilibre ». Et donc je vais commencer par donner quelques caractéristiques assez générales des systèmes hors d'équilibre. Ma première remarque, c'est que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les systèmes biologiques, et en particulier les systèmes biologiques vivants. Tous les systèmes biologiques consomment de l'énergie. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a un flux d'énergie vers l'intérieur du système biologique. Et ça veut dire, dès la première ligne, que les systèmes biologiques et les systèmes vivants sont hors équilibre thermodynamique. Donc c'est ça un peu l'idée de tout le cours et de toute cette idée de matière active. Je peux le dire d'une autre façon, qui est celle de mon ami Phil Pincus, qui dit « si vous êtes à l'équilibre, vous êtes mort ». Et c'est vrai que les seuls systèmes qui sont à l'équilibre thermodynamique, ça veut dire les seuls systèmes pour lesquels on peut étudier la thermodynamique ou la physique statistique, c'est les systèmes qui sont morts et qui ne sont pas vivants. Et ce n'est pas ça que je veux étudier aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut construire autre chose. Et la chose dont je veux vous parler, c'est cette approche de matière active. Je vais commencer par faire un peu ce que font tous les cours sur la physique hors d'équilibre. C'est distinguer deux classes de systèmes hors d'équilibre. La première classe, ça va être des systèmes qui sont à l'équilibre, qu'on perturbe avec une force extérieure et qui relaxent vers l'équilibre thermodynamique. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Mon premier exemple, c'est un exemple très simple, mais qui est réalisable tout à fait expérimentalement. C'est de prendre une bille, une particule colloïdale qui fait quelques microns, avec une pince optique.
Alors la pince optique, pour moi, c'est extrêmement simple. C'est basé sur la polarisabilité de la bille. Elle va se placer à l'endroit où l'intensité du faisceau est la plus grande. Et puis si je la déplace du centre du faisceau, il y a une force de rappel. Cette force de rappel est à peu près parfaitement élastique. Ça veut dire que c'est comme si j'avais un ressort qui, quand je déplace la bille de l'extérieur de la pince, va la ramener vers l'intérieur. Donc là, ma bille est à l'équilibre, elle a trouvé sa position d'équilibre. Et puis, ce qu'on peut faire après comme expérience, c'est déplacer la pince optique. Donc on déplace le faisceau laser qui fait la pince optique. Si je fais ça, la bille va suivre, mais elle ne va pas suivre instantanément. Donc elle va se décaler par rapport à la pince optique. Et puis si je m'arrête, le système n'est pas à l'équilibre, puisque la position d'équilibre, ça serait la bille ici. La bille va relaxer vers l'intérieur du faisceau. Et pendant ce temps où la bille relaxe vers l'intérieur du faisceau, elle n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Donc voilà un premier exemple. Il y a des très belles expériences qui ont été faites sur ce style de système. Il y en a beaucoup. Celui que je voudrais citer, c'est Sergio Ciliberto à Lyon. Qui a fait des très belles expériences sur ce genre de système. Je vais donner un deuxième exemple. Alors c'est quelque chose que j'aime bien, c'est la physique des polymères. On peut prendre un polymère qui a une conformation d'équilibre, il fluctue, et puis je vais appliquer brutalement une force sur ce polymère. Alors on ne peut pas tirer d'un seul côté, parce qu'autrement on emmène le polymère, donc il faut tirer aux deux extrémités avec des forces opposées. Une force moins F ici. Donc je tire d'un coup. Une fois que j'ai tiré, avant que le polymère ait eu le temps de relaxer, il est hors équilibre. Et ce qui m'intéresse, c'est la relaxation du polymère vers l'équilibre. Alors là aussi, il y a des très belles expériences. Peut-être les plus belles, c'est celle de Bustamante. Donc ça, c'est des systèmes qui étaient à l'équilibre. Je les perturbe. Ils vont revenir à l'équilibre et je regarde comment ils reviennent à l'équilibre. Il y a une deuxième classe de systèmes hors d'équilibre que les gens distinguent. C'est ce qu'on appelle les systèmes, en anglais, non-equilibrium steady state, donc les états stationnaires hors d'équilibre. Alors j'ai plusieurs exemples à vous montrer là. Mon premier, c'est un fluide auquel je vais appliquer un cisaillement continu. Donc, voilà mon fluide. Je le mets entre deux plaques solides. Et puis je cisaille, par exemple, dans un viscosimètre de Couette. Donc je tire comme ça ici. Je tire comme ça ici. Quand je fais ça, je fournis de l'énergie au fluide. Le fluide va dissiper l'énergie que je fournis. Donc ça, c'est un système hors équilibre thermodynamique. Il peut être en état stationnaire. Si vous prenez un viscosimètre de Couette, vous pouvez le faire tourner. Si tant est que vous vous placez dans un régime où il n'y a pas d'instabilité, vous pouvez le faire tourner autant que vous voulez. Et le système va consommer de l'énergie. Dans ce cas-là, on injecte de l'énergie par les surfaces. Donc voilà un premier exemple. J'en ai un deuxième qui est tout aussi simple et trivial, qui est une résistance que vous mettez dans un potentiel extérieur, donc un circuit électrique. Quand je mets une différence de potentiel ici, le courant passe à travers la résistance, ça dissipe de l'énergie, et c'est un système qui est hors équilibre thermodynamique. Alors j'en ai un troisième, qui est des réactions chimiques maintenues hors équilibre.
Alors bien sûr, la relation qui va m'intéresser, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Dans la plupart des systèmes vivants, l'ATP est hydrolysé. Ça veut dire qu'il perd un phosphate et il passe de l'état ATP à l'état ADP. Alors il y a un équilibre chimique entre l'ATP et l'ADP. Dans les systèmes biologiques, l'équilibre est très fortement déplacé. Ça veut dire que le système est en très fort excès d'ATP. Et puis il y a un flux d'énergie qui est dû au fait que l'ATP qu'on fournit au système se transforme en ADP en permanence. Et c'est ça le fuel d'à peu près tous les systèmes biologiques. Après, on peut se poser des questions pour savoir si dans une cellule, par exemple, la densité en ATP est constante ou si elle varie. Ça dépend un peu de quel biologiste vous sondez sur ce sujet-là. C'est à peu près constant dans une cellule. Il y a un peu plus d'ATP si vous êtes au voisinage des mitochondries, qui sont les machines qui fabriquent l'ATP. Il y en a un peu moins si vous êtes loin. La concentration en ATP peut fluctuer aussi. Mais en gros, dans une cellule, la concentration en ATP est constante. Donc on peut imaginer, en contrôlant l'ATP, maintenir des systèmes biologiques dans un état stationnaire ou des extraits de systèmes biologiques dans un état stationnaire en injectant l'énergie sous forme d'ATP. Alors c'est ça, à partir de ça, que je vais définir la matière active. Dans ce système-là, l'énergie est injectée par les surfaces. Dans un système biologique, il y a des éléments qui consomment l'ATP partout. Donc je vais définir la matière active comme de la matière hors d'équilibre, où l'énergie n'est pas injectée par les surfaces, mais où l'énergie est consommée à l'échelle de chacun des constituants. Alors, on peut imaginer qu'un système biologique comme ça rentre dans une des deux classes de non-équilibre que j'ai définies ici. Si on maintient la concentration en ATP constante, on peut imaginer qu'il atteint un état stationnaire. C'est un état stationnaire qui n'est pas un état d'équilibre thermodynamique. Il y a un flux d'énergie vers l'intérieur du système. Ou on peut imaginer qu'on lui donne une quantité d'ATP, il va consommer son ATP, jusqu'à ce que cette réaction chimique atteigne l'équilibre thermodynamique, et pendant qu'il consomme son ATP, sans qu'on lui fournisse rien de vers l'extérieur, c'est un système qui relaxe vers l'équilibre thermodynamique. Donc les deux sont faits. Souvent, je vais discuter plutôt ce type de système, c'est-à-dire des systèmes où on maintient la source d'équilibre constant, la source de non-équilibre constante. Maintenant, comme je disais au début, ce que je veux faire, c'est discuter comment est-ce que je décide si un système est à l'équilibre ou hors équilibre. Alors, je vais vous montrer deux façons de faire ça. Ma première, ça va être avec le théorème de fluctuation-dissipation. Alors, le théorème de fluctuation-dissipation, d'abord, historiquement, il a été introduit par Callen et Wellcott en 1951. Je ne sais pas très bien qui était Wellcott. Callen est quelqu'un qui a écrit un livre de thermodynamique extrêmement réputé. L'autre nom que je voudrais citer, qu'il n'a peut-être pas formulé exactement sous cette forme-là, c'est Kubo, qui a fait des travaux à peu près à la même époque qui vont vers ce théorème de fluctuation-dissipation. Alors, je ne vais pas vous le montrer de façon spécifique, je vais essayer de vous dire un peu en détail qu'est-ce qu'il y a derrière le théorème de fluctuation-dissipation, puis après je vous montrerai comment on l'utilise pour décider si un système a l'équilibre thermodynamique ou pas. Donc je vais le faire de façon un peu formelle. Je vais supposer que je considère un système qui a un Hamiltonien, H0, l'hamiltonien, c'est l'énergie. Donc il a un hamiltonien H0, et puis que je sais appliquer une force sur ce système-là, et que cette force dépend du temps. Dans cette force, je vais l'appeler F de t.
il y a une variable conjuguée à la force. Ça veut dire que quand j'applique la force, le hamiltonien n'est pas H0, mais il devient H. Moins la force fois la variable conjuguée que je vais appeler x. Donc voilà le système que je veux étudier. On peut prendre plein d'exemples. Si vous prenez un gaz, c'est assez facile de prendre des exemples qui sont des gaz parfaits. Si vous prenez un gaz parfait, ce que j'appellerais la force, c'est la pression. Et puis x, c'est le volume, ou moins le volume, suivant les signes que vous aimez bien. Si vous revenez à mon exemple qui est là, la force, c'est la force que j'applique sur le polymère. Et puis la variable x, c'est la distance entre les deux points du polymère. C'est ce genre de choses que fait et mesure directement Bustamante sur un polymère isolé. Donc ces expériences sur un polymère, elles sont tout à fait réalistes et elles ont été faites totalement en détail. Alors maintenant, je vais considérer deux expériences différentes, ou deux situations différentes. Une première situation, c'est quand la force est nulle. Alors, si la force est nulle, je peux faire de la physique statistique et je vais calculer la valeur moyenne de ma quantité x qui est là, la valeur moyenne de la taille du polymère, avec le hamiltonien H0. Donc la moyenne de x, je vais la noter comme ça, valeur moyenne de x avec le hamiltonien H0, ça c'est quand la force est nulle, c'est là-dessus que je veux insister. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est que la valeur moyenne de x ne dépend pas de la force, c'est un système qui est à l'équilibre thermodynamique, et il est invariant par translation dans le temps, donc la valeur moyenne de x ne dépend pas de la force. Ce que je veux regarder maintenant, dans cet état d'équilibre toujours, c'est les corrélations de x. Alors, je vais définir une fonction de corrélation que je vais appeler C de t et de t', qui est la valeur moyenne de x à l'instant t fois x à l'instant t'. Donc c'est le produit de x à t fois x à t'. Et puis je vais retrancher le produit des valeurs moyennes. Mais la valeur moyenne de x de t, c'est x0 qui est là. La valeur moyenne de x de t', c'est x0 qui est là. Donc ce que je retranche, c'est la valeur moyenne de x au carré. Donc voilà la fonction de corrélation. Ce que vous donne cette fonction de corrélation, c'est la mémoire des fluctuations de cette variable x. Donc elle vous donne une information sur la façon dont évolue cette variable x entre les instants t et t'. Alors, il y a des propriétés qui sont à peu près évidentes pour cette fonction-là. La première, c'est que cette fonction ne doit pas dépendre de l'origine des temps. Ça veut dire que si je rajoute aux deux temps un temps tau, c'est de t plus tau et de t' plus tau, quel que soit le temps tau, qu'il soit positif ou négatif, c'est égal à c de t de t'. Alors, je l'avais écrit à l'envers, hein, il y a une propriété qui est encore plus évidente, c'est que c de t et de t', c'est c de t' et de t, ce que je peux inverser dans la définition x de t et x de t' ici. Alors avec ça, je peux faire deux choses. Je peux choisir tau un peu comme je veux. La première chose, c'est que je peux choisir tau égale moins t'. Donc c de t et de t'. Donc je fais tau égale moins t', cette variable-là va devenir 0, celle-là va devenir t moins t'. Alors je n'ai pas envie de traîner un 0 tout le temps, donc je vais noter ça c de t moins t'. Puis maintenant que j'ai choisi t égale moins t', je peux choisir tau égale moins t. Et si je choisis tau égale moins t, vous m'accorderez que ça inverse les rôles de t et t'. Donc au lieu d'avoir c de t moins t', j'ai c de t' moins t. Ça veut dire que la fonction c est paire. Donc cette fonction de corrélation, il y a des tas de systèmes pour lesquels on sait la mesurer, et on a comme ça une vue de ce qui se passe dans le système au niveau des fluctuations.
Maintenant, je vais considérer une autre situation qui est complètement différente. Je vais prendre le système à l'équilibre thermodynamique, puis je vais ajouter une force extérieure petite. S'il n'y a pas de force, la valeur moyenne de x à l'instant t, c'est x0. Si j'ai une force extérieure qui est petite, f de t, x à l'instant t va être différent de x0. Et ce qu'on peut deviner, c'est que la réponse va être linéaire quand la force tend vers 0. C'est-à-dire que x de t moins x0 c'est une fonction linéaire de f de t. Alors, il faut que j'écrive la fonction la plus linéaire, la plus générale possible. À l'instant t, ça ne va pas dépendre simplement de la force à l'instant t, ça va dépendre de la force à tous les instants précédents. Donc je vais avoir une somme sur tous les instants précédents dt' de moins l'infini à t. Je veux insister sur la borne d'intégration ici. Il y a une causalité entre la force et l'effet qu'elle produit sur x de t. Donc tous les temps contribuent, mais ne contribuent que les temps t' qui sont antérieurs à l'instant t. Et puis, il y a une relation linéaire entre les deux, donc j'ai un noyau que je vais écrire qui. Alors j'ai rien écrit d'autre là que le fait que la relation est linéaire, et puis la causalité qui fait que l'intégrale ne va pas jusqu'à l'infini. La réponse à l'instant t, elle ne peut pas dépendre de ce qui se passait dans le futur, elle ne dépend que de ce qui se passe dans le passé. Alors cette fonction qui, c'est ce qu'on appelle la fonction de réponse. Ce qu'elle caractérise, c'est la réponse du système à une perturbation extérieure quand je rajoute une perturbation f. Une remarque un peu stupide par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. La fonction c de t et de t', c'est une propriété d'équilibre thermodynamique du système. Ici, le système est hors équilibre thermodynamique. Je suis en train de le forcer de l'extérieur avec une force que j'ai appelée f de t'. Alors cette fonction, bien sûr, comme ma fonction t, elle va dépendre que de t moins t'. Donc au lieu de l'écrire qui de t, t', je vais écrire qui de t moins t' ici. À nouveau, ce que j'utilise, c'est l'invariance par translation dans le temps. J'ai considéré ce système dans deux situations totalement différentes. Une situation où il y a l'équilibre, une situation où il est au voisinage de l'équilibre. Et ce que vous dit le théorème de fluctuation-dissipation, c'est que ces deux situations ne sont pas indépendantes. Il y a une relation entre ce qui se passe à l'équilibre pour la fonction de corrélation et puis ce qui se passe hors équilibre pour la fonction de réponse ou au voisinage de l'équilibre pour la fonction de réponse. Alors ce théorème de fluctuation-dissipation, il dit que, il faut que je l'écrive dans le bon sens, dc sur dt égale kt qui de t. Ça, c'est si t est plus grand que 0. Si t est plus petit que 0, il n'y a pas de réponse, puisque la réponse suppose que t est plus grand que t'. Donc si t est inférieur à 0, qui de t est négatif. Donc si t est inférieur à 0, qui est négatif ici, et dc sur dt n'est pas négatif, puisque je vous ai montré que la fonction c était paire. Donc ce que ça m'établit, c'est une relation qui est absolument fondamentale, et pour moi c'est un des résultats les plus puissants de la physique statistique hors équilibre, entre la réponse du système à une perturbation extérieure et les fluctuations dans le système. En gros, ça vous dit que ces deux quantités-là relaxent de la même façon. Alors d'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on l'écrit.
Et puis, je vous ai parlé de réponse du système, je ne vous ai pas parlé de dissipation. Donc, je vais réécrire cette chose-là, mais je vais réécrire cette chose-là dans l'espace de Fourier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je l'écris dans l'espace de Fourier? Je définis le spectre de puissance des fluctuations, qui est la transformée de Fourier de C2t. Donc, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini de C de t exponentielle i oméga t dt. C'est un peu pour ça que j'ai insisté sur cette histoire-là. La fonction C est paire, et donc le spectre, c'est quelque chose qui est réel. Et c'est même un réel positif. Et puis, je peux faire la même chose sur la fonction de réponse. Donc, je vais écrire que chi tilde de oméga, c'est somme de moins l'infini. Je vais écrire directement 0 à plus l'infini, exponentielle i oméga t, chi de t dt. La fonction chi n'est définie que si l'argument est positif, à cause de mon histoire de chiralité qui est là. Donc si je veux prendre la transformée de Fourier, je la prolonge à temps négatif avec i égale 0. Cette fonction-là, je ne sais pas si elle est réelle. Elle peut avoir une partie réelle et une partie imaginaire. Donc c'est chi prime de oméga plus i qui seconde de oméga. Alors ce que je prétends, et je vais, après vous avoir écrit le théorème de fluctuation-dissipation dans ces variables-là, c'est que cette fonction qui seconde de oméga, elle est associée à la dissipation dans le système. Donc la dissipation, elle est cachée derrière cette fonction qui seconde de oméga. Alors je peux réécrire le théorème de fluctuation-dissipation, et c'est souvent comme ça qu'on l'écrit. Alors j'ai oublié un moins là. Personne n'a râlé, mais vous auriez dû râler, j'ai oublié un signe moins. Maintenant, je peux le réécrire dans l'espace de Fourier, et dans l'espace de Fourier, le spectre de puissance, c'est tilde de oméga, c'est 2 kt sur oméga, qui seconde de oméga. Il n'y a que la fonction qui seconde qui apparaît ici, il n'y a pas la fonction qui prime qui apparaît ici. C'est pas très grave, si on connaît c tilde de oméga, on va connaître qui seconde de oméga, et comme cette fonction qui a ses propriétés causales, qu'elle les définit que si le temps est positif, en fait les parties réelles et les parties imaginaires de qui sont reliées. Si je connais qui seconde, je connais qui prime, si je connais qui prime, je connais qui seconde. Il y a ces fameuses relations qui sont les relations de Kramers-Koenig. Qui, en supposant que la fonction qui est négative, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés causales, en jouant avec l'intégration dans le plan complexe, on pourrait écrire qui prime comme une intégrale de qui seconde, ou qui seconde comme une intégrale de qui prime. Donc le fait qu'il n'y a que qui seconde qui intervient, ce n'est pas une limitation sur la fonction de réponse totale. Alors ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que qui seconde, c'est bien la dissipation. Donc je vais supposer que j'ai une force extérieure je vais appeler f de t, et puis je vais supposer qu'elle est périodique. Donc c'est cosinus f0. La réponse va être à la fréquence oméga, puis il va y avoir une réponse qui va être en phase, ça c'est ce qui est dû à qui prime, et puis il y a une réponse qui est en quadrature, qui est un déphasage de pi sur 2, ça c'est ce qui est dû à qui seconde. Donc ça veut dire que x de t, c'est qui prime de oméga f0 cosinus oméga t. Vous pouvez penser à un ressort, par exemple, et qui prime serait la raideur du ressort. Et puis, il y a une partie qui est en quadrature, plus qui seconde de oméga,
F0 sinus oméga t. Donc voilà la réponse générale avec la partie élastique qui est K'I' et la partie dissipative qui est Ki seconde. Alors suivant les domaines de la physique que vous aimez bien, vous pouvez considérer par exemple que c'est un problème mécanique et que vous faites de la rhéologie. Ça serait le module élastique et ça c'est le module de dissipation. Le module de dissipation c'est la viscosité fois oméga. Ou alors si vous aimez bien l'électrodynamique, la réponse qui c'est la fonction diélectrique. La partie réelle de la fonction diélectrique ne dissipe pas de l'énergie. La partie imaginaire de la constante diélectrique, elle est associée à la résistance et elle est associée à la dissipation. Donc maintenant, je vais calculer l'énergie dissipée par période. Alors pour ça, il faut que je calcule la vitesse. Donc la vitesse x' de t, c'est moins F0 K'I' oméga sinus oméga tau plus F0 Ki seconde oméga cosinus oméga t. La puissance de la force à un moment donné, c'est la force fois la vitesse, donc c'est Fx point, et la dissipation moyenne par période. Et ça W point, c'est 1 sur la période, somme de 0 à t, somme sur toute la période, de f de t fois la vitesse de t. Donc je vais prendre cette vitesse qui est là, je vais la multiplier par cosinus oméga t, puis je vais prendre la moyenne. Vous m'accorderez que cosinus oméga t fois sinus oméga t, c'est sinus 2 oméga t. Si vous moyennez sur la période, vous trouvez 0. Par contre, le deuxième terme va contribuer. Je vais avoir cosinus oméga t fois cosinus oméga t. Ça fait cosinus carré oméga t, et la moyenne, c'est 1,5. Donc ça veut dire que ça, c'est juste 1,5. Il reste F0 carré, Ki seconde, de oméga fois oméga. Vous voyez que si j'applique une force extérieure sinusoïdale, la dissipation est proportionnelle à Ki seconde de oméga. Si j'ai un système qui dissipe de l'énergie, Ki seconde de oméga est positif, et je vais bien trouver une dissipation moyenne qui est positive. Si vous avez un système qui est hors équilibre, le système peut produire de l'énergie, et si le système produit de l'énergie, rien n'interdit à ce que Ki seconde soit négatif. Donc pour un système actif ou un système hors équilibre, Ki seconde peut être négatif. Ça veut dire qu'on peut extraire de l'énergie du système. Il y a des tas d'exemples qui ont été montrés, je vous en montrerai un la semaine prochaine, où à partir d'un des systèmes actifs que je vais vous montrer, les gens ont essayé de construire un moteur qui n'est pas le moteur le plus efficace du monde, mais qui permet d'extraire une certaine énergie du système. Donc, ce que nous dit ce théorème de fluctuation-dissipation, c'est qu'il y a une relation extrêmement directe entre la dissipation dans le système, qui est proportionnelle à Ki seconde de oméga, et puis les fluctuations dans le système qu'on mesure par le spectre de puissance qui est là. Évidemment, il y a un facteur kT ici. Les fluctuations thermiques dans le système, elles doivent être proportionnelles à kT. Donc on retrouve bien le kT au bon endroit ici. Si la température est nulle, il ne doit pas y avoir de fluctuations dans le système. Après, la question, c'est à quoi ça sert, ça? C'est une relation qui, déjà, moi, me paraît très belle et très fondamentale. Il y a plusieurs façons d'utiliser ce théorème de fluctuation-dissipation. La première, c'est de le prendre à la lettre, c'est-à-dire prendre un système dans lequel je sais mesurer les fluctuations, en déduire Ki seconde. Si j'en déduis Ki seconde, avec mes relations de Kramers-Koenig, je peux déduire toute la fonction Ki, et je mesure la réponse dans le système. Alors, il y a une très belle application de ça, c'est ce qu'on appelle la microréologie. Si vous mettez une bille dans un fluide, en mesurant ces fluctuations, vous pouvez mesurer les propriétés mécaniques du fluide qui sont reliées à la fonction de réponse Ki. Ce n'est pas ça que je veux discuter, hein. C'est quelque chose que les gens de la matière molle font beaucoup, hein, cette histoire de microréologie.
vous permet, en mesurant les fluctuations dans un fluide complexe, de remonter aux propriétés mécaniques du fluide complexe en fonction de la fréquence. Souvent, c'est même une méthode très efficace parce qu'on peut mesurer toutes les fréquences en même temps en une seule expérience, alors que si vous le faites de façon mécanique, il faut faire une expérience mécanique à chaque expérience. Ce que je veux discuter maintenant, c'est prendre le problème à l'envers. Supposons que j'ai un système que je cherche à savoir si il est à l'équilibre thermodynamique. S'il est à l'équilibre thermodynamique, cette relation-là doit être vérifiée. Donc je dois pouvoir mesurer le spectre des fluctuations, je dois pouvoir mesurer la fonction de réponse, la partie dissipative de la fonction de réponse à une fréquence oméga, et puis je peux regarder si cette relation est vérifiée. Si cette relation n'est pas vérifiée, ça veut dire que le système n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Alors je vais désamorcer une question à laquelle je ne sais pas répondre. C'est est-ce qu'il y a des systèmes qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique pour lesquels le théorème de fluctuation-dissipation sous cette forme-là est vérifié? Je ne connais pas d'exemple, mais et je pense que non, mais je suis absolument pas capable de montrer ça. Donc c'est ça, ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer deux exemples dans lesquels on va se poser la question de savoir si un système est à l'équilibre thermodynamique ou pas. Alors, donc je vais appeler ça la violation du théorème de fluctuation-dissipation. J'ai choisi deux exemples, il y en a plein d'autres. Le premier exemple que je voudrais discuter, c'est un globule rouge. Alors, je pense qu'à l'ordre 0, tout le monde sait ce qu'est un globule rouge. C'est une cellule que vous avez dans votre sang. C'est une cellule du système hématopoïétique, vous direz les biologistes. C'est une cellule un peu spéciale parce qu'elle ne se reproduit pas. Elle n'a pas de machinerie pour se reproduire. Donc c'est une cellule qui ne sait pas se reproduire. Et puis quand les gens ont regardé des globules rouges, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de fluctuations et très vite, ils se sont intéressés aux fluctuations du globule rouge. Alors, en français, ça s'appelle le scintillement du globule rouge quand vous avez de la lumière dessus. En anglais, ça s'appelle le flickering du globule rouge. Et puis, ils ont fait tout un tas de mesures et tout un tas de théories. Et au moment où on était intéressé par l'expérience que je vais vous montrer avec Tino Betts, il y avait des articles dans la littérature qui prétendaient qu'on pouvait considérer le globule rouge comme un système à l'équilibre. Alors, si vous croyez, et moi j'y crois, à ce que je vous ai dit au début, c'est pas vrai, le globule rouge, c'est un système vivant, et pour moi, il doit ne pas être à l'équilibre. Mais comme il y avait cette espèce de controverse, dans une discussion qu'on a eue avec Timo Betts, je lui ai dit « t'as qu'à vérifier ça ». Bon, après, il m'a maudit parce que ça lui a pris 2 ans de le vérifier proprement, mais c'est cette expérience-là que je voudrais vous décrire assez rapidement. Donc les globules rouges, c'est des cellules qui ont des formes un peu bizarres. Je vais simplement vous donner 2 formes que peuvent avoir les globules rouges. Donc je le dessine par la tranche. Il peut avoir une forme comme ça. Puis c'est invariant par rotation. Ça, c'est des formes qu'on appelle discocytes. Et puis la forme qu'on trouve le plus souvent, c'est des formes qui sont invariantes par rotation, qui a cette forme un peu incurvée, qu'on appelle des stomatocytes. Dans les dessins que je vais vous montrer, ça ne va pas apparaître, mais les globules rouges qu'on étudiait, qui étaient les globules rouges du sang de Timo Betts directement, c'était des globules rouges qui étaient considérés comme sains et en bonne santé, et donc qui devaient avoir des formes de stomatocytes. Pour donner un ordre de grandeur, la taille, c'est 10 microns. C'est un peu moins de 10 microns. Le diamètre, je devrais dire.
Alors nous, on est des vrais théoriciens, évidemment, on ne sait absolument pas traiter. Bon, il y a des modèles pour calculer les formes de globules rouges en minimisant des énergies ou des choses comme ça. Les gens font ça très bien, c'est un peu technique à traiter. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des globules rouges sphériques. Alors pas tout à fait, parce qu'après, il y a eu des simulations numériques qui ont regardé des vraies formes de globules rouges, mais dans mes dessins, je vais faire comme si le globule rouge était sphérique, sachant que les vraies formes qui sont utilisées, c'est ces choses-là. Donc l'idée de Timo Betts, c'était de dire, moi je sais mesurer la situation suivante. Voilà le bord du globule rouge qui est ici. Ce qu'il sait faire, c'est coller une particule colloïdale ici. Et puis, c'est tenir cette particule colloïdale. Le Collège de France n'est pas très riche en couleurs, donc je n'ai pas de troisième couleur, mais ce n'est pas grave, je vais le faire en blanc. Il sait tenir cette particule colloïdale par une pince optique. Donc il y a une pince optique qui vient pincer ici, donc ça c'est le globule rouge. Et puis je mets une pince optique qui est là. Alors si l'intensité du faisceau laser est grande, vous attrapez avec une force la particule, puis vous la disposez où vous voulez. Timo Betts, il se place dans un régime où l'intensité de la pince optique est très faible, et ce qu'il arrive à détecter, cette fois en faisant des mesures optiques, c'est les mouvements de cette particule. Alors après, il y a une deuxième difficulté, c'est qu'il faut tenir le globule rouge, parce que si vous voulez mesurer ce qui se passe là, il ne faut pas que le globule rouge fiche le camp. Donc si je fais une image par-dessus d'une de ces deux structures, ma bille pour mesurer, elle est là. Donc je mesure, pas moi, Timo, mesure les fluctuations de cette bille, et puis il tient le globule rouge. Donc il a trois autres pinces optiques. Il en a une là et une là. Celles-là, elles sont très fortes. Elles bloquent le globule rouge pour pas qu'il bouge. Alors il faut empêcher qu'il bouge comme ça, il faut empêcher qu'il bouge comme ça. C'est pour ça qu'il en faut trois. En fait, il n'y en a qu'une. Hein. Il fait circuler la pince entre ces quatre objets-là. Il réduit son intensité quand il arrive sur celle-là, juste pour mesurer les fluctuations. Et les trois autres servent à bloquer le globule rouge dans sa configuration. Donc il sait mesurer les fluctuations de cette bille-là, qui sont les fluctuations de la membrane du globule rouge à ce point-là. Et puis, il sait aussi, avec cette pince-là, piéger cette bille-là, l'agiter, puis il mesure les forces qu'il exerce quand il l'agite. Donc il sait mesurer la fonction de réponse à une fréquence donnée, et il sait mesurer les fluctuations. Donc en d'autres termes, ce qu'il sait mesurer sur le globule rouge, c'est ce C-là, et puis de la fonction de réponse, on peut extraire la partie imaginaire de la fonction de réponse, la dissipation, donc on sait tout mesurer. Alors ce que les gens aiment bien faire, donc on a fait la même chose, c'est définir ce que je vais appeler une température effective. Que je vais appeler T tilde effectif de oméga, simplement par cette relation-là. Donc c'est oméga C tilde sur 2K. Je vais mettre un K ici. Sur 2 qui seconde de oméga. Donc, par ces expériences-là, on sait mesurer cette quantité-là, on sait mesurer cette quantité-là, on connaît tout, et donc on peut mesurer T tilde de oméga. Après, on peut diviser par la température, et si vous croyez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si le globule rouge est vraiment mort, et je vais vous montrer comment on vérifie pour que le globule rouge est vraiment mort, c'est un objet à l'équilibre thermodynamique, et on doit trouver T tilde égale T. Donc pour un globule rouge qui serait à l'équilibre thermodynamique, T tilde est égal à T. Pour un globule rouge qui n'est pas à l'équilibre thermodynamique, la relation de fluctuation-dissipation n'est pas vérifiée, et T tilde doit être différent de T. Alors je vais vous montrer. Alors, mon dessin n'est pas à l'échelle. Hein. On prend des bulles suffisamment petites, on change la taille de la bille, on vérifie. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Hein. Les fluctuations, c'est assez facile à mesurer. Ce qui lui a pris un temps fou à mesurer, c'est la fonction de réponse. Pour avoir une mesure propre et reproductive de la fonction de réponse, en faisant tous les tests que tu as derrière la tête, ça a pris beaucoup de temps. Alors, voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà le dispositif expérimental
de Timo Betts. Donc, tout se passe ici. Vous voyez les 3 pièges optiques qui servent à tenir le globule rouge. Puis vous avez ici celui qui sert à faire la mesure. Donc ça, c'est les fluctuations quand il n'y a pas de force extérieure appliquée. Donc ça, c'est les fluctuations du globule rouge dans un état stationnaire. Et puis quand on applique une force, qui est cette force bleue qui oscille à une fréquence donnée ici, on a une réponse qui est à peu près à la même fréquence. Donc il faut décroître, il faut aussi vérifier que la réponse est linéaire. Il faut décroître la force qui est appliquée et regarder comment varie la réponse et vérifier qu'elle est bien linéaire en fonction de la force. Donc on a bien, en faisant une analyse de ce signal-là, C tilde de oméga, on a bien, en faisant une analyse de ce signal-là, chi de oméga, et on peut en tirer chi seconde. Alors, ce qu'on trace ici, c'est la réponse, et puis donc la fonction de réponse, et puis on compare à la fonction de corrélation, au spectre. On divise, on multiplie par le 2kt sur oméga qui est là, donc ça devrait être égal si les deux sont, si le système est à l'équilibre. Celui-là, c'est ce qui se passe quand on attend plus de 48 heures. Donc on prend un globule rouge, on le met aux solutions, on attend plus de 48 heures. Au bout de 48 heures, il a consommé tout son ATP. Donc c'est un système qui est parfaitement à l'équilibre thermodynamique et on s'attend à ce que la fonction de réponse soit égale au spectre des fluctuations. Et vous voyez que sur toute la gamme de fréquences, qui est quand même grande, il y a 4 ordres de grandeur ici, la température effective est égale à la température et le globule rouge est à l'équilibre thermodynamique. Si on prend un globule rouge maintenant qui est frais, c'est-à-dire sur lequel on fait la mesure uniquement après l'avoir fait, voilà la fonction de réponse et voilà les fluctuations. Donc ce qu'on observe dans ce cas-là, c'est qu'il y a des fluctuations supplémentaires à basse fréquence voulant dire quelque chose qui est inférieur à 10 Hz ou quelque chose comme ça, ou quelques dizaines de Hz. Il y a des fluctuations supplémentaires. Il y a des fluctuations supplémentaires par rapport à ce qu'on attendrait avec une relation thermodynamique. Ça veut dire que le système est actif et le globule rouge n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Alors vous avez ici la mesure de la température effective. Avec la température effective divisée par la température réelle, elle est exactement égale à 1 à très haute fréquence. Alors pourquoi est-ce qu'à haute fréquence, on s'attendait à ce que ça marche? Parce qu'à haute fréquence, vous allez plus vite que le temps caractéristique des processus actifs, et donc les processus actifs ne peuvent pas compter. Donc on s'attendait à ce que ça marche à haute fréquence, et puis à basse fréquence, vous voyez les fluctuations actives du globule rouge, le fait que le globule rouge n'est pas à l'équilibre thermodynamique, et la température effective est plus grande que la température réelle. On trouve un résultat qui pour moi est très simple, qui est que le globule rouge est un objet vivant. Après, on peut se poser la question de pourquoi. Alors Timo, qui est quelqu'un d'insistant, a été regarder toutes les protéines dans le globule rouge qui dépendent de l'ATP, donc il pourrait créer une activité. Il s'avère qu'il y en a assez peu. Et une des protéines qui peut créer de l'activité, c'est la protéine qui s'appelle, j'ai oublié le nom, protéine kinase quelque chose, qui accroche le cytosquelette à la membrane du globule rouge. Il y a une réaction chimique d'équilibre, d'accrochage, et cette réaction chimique est maintenue hors d'équilibre par l'ATP. Donc ça, c'est un mécanisme qui pourrait expliquer que le globule rouge n'est pas à l'équilibre. Après, c'est Hervé Turlier, qui est juste là en face de moi, on a fait un modèle pour expliquer comment cette protéine peut maintenir le globule rouge hors d'équilibre et expliquer cet écart de fluctuation. Alors, notre modèle, comme je disais, on l'a fait autour d'une sphère. On s'est associé avec des gens en Allemagne, le groupe de Gerhard Komper, qui, eux, ont fait des simulations numériques. Et ces simulations numériques sont faites dans la vraie géométrie du globule rouge, avec le même genre d'idées. Et on retrouve bien des fluctuations qui ressemblent de façon très proche à ce qui est observé là. Donc ce mécanisme, et on n'a pas été testé plus avant si c'était le seul mécanisme qui jouait, mais ce mécanisme d'accrochage du cytosquelette du globule rouge à la membrane permet d'expliquer ces fluctuations hors d'équilibre et donc la violation de ce théorème de fluctuation-dissipation. Donc voilà un premier exemple. Je vais vous en montrer un deuxième, parce que c'est des choses dont je vais reparler pas mal après. Alors ça, c'est ce que je vais appeler le cytosquelette d'actomyosine.
Donc, cette fois, je vais regarder un système qui n'est pas un système vivant, qui est un système reconstitué. Et ce qu'on va mettre dans ce système reconstitué, c'est cette protéine qui s'appelle l'actine. Alors voilà la protéine de base, qui est une protéine qui est globulaire comme ça, qui s'associe et qui forme des filaments. C'est ces filaments qui font l'élasticité de la cellule. Donc à l'intérieur de la cellule, vous avez un réseau qui est fait par ces filaments d'actine. Et puis ces filaments d'actine interagissent avec une myriade de protéines. Il y a deux types de protéines qui vont être intéressantes. Alors, il y a des protéines qui réticulent l'actine, c'est-à-dire qui associent entre eux des filaments d'actine. Je vais appeler ça des protéines réticulantes. Et puis, il y a un deuxième type de protéines qui sont des moteurs moléculaires. Alors, j'ai repris l'image des moteurs moléculaires, c'est cette animation qui est due à Ron Weil. Ce moteur moléculaire, ça s'appelle de la myosine, c'est une myosine 2. Qui se présente dans la cellule par agrégats qui s'appellent des microfilaments de myosine. Et puis, donc voilà un agrégat avec le moteur myosine qui est là. Le moteur myosine s'accroche à l'actine, donne un petit coup sur l'actine, donc il pousse l'actine, il la fait translater, et puis il se décroche. Puis il y a un deuxième moteur qui vient s'accrocher, qui la fait translater et qui se décroche. Donc cette protéine, c'est un moteur, j'allais dire au sens propre du terme, ça crée un mouvement et ça permet de soutenir des forces dans la cellule. C'est comme ça que marchent les muscles. Un muscle, la contraction d'un muscle, il faut des filaments d'actine, et puis il faut des protéines myosines qui créent la contraction du muscle. Maintenant, j'ai un schéma ici qui est censé vous montrer ce qui va se passer dans l'expérience que je vous ai montrée. Donc, il y a un réseau d'actines avec des protéines qui réticulent qui sont là. Et puis, vous avez ces agrégats de moteurs moléculaires qui sont au milieu. Chaque moteur peut s'accrocher à un filament d'actine, mais le même agrégat peut s'accrocher à plusieurs filaments d'actine. S'il s'accroche à plusieurs filaments d'actine, il va tirer sur les filaments d'actine, il va créer des contraintes à l'intérieur de ce gel-là. Donc ce que font les moteurs moléculaires dans un gel d'actine, c'est qu'ils créent des contraintes. Ils créent des contraintes, mais ils ne créent de contraintes que s'ils ont du fuel pour travailler, et le fuel pour travailler, c'est l'ATP dont je parlais tout à l'heure. Donc les moteurs moléculaires, c'est ce que j'appellerais des protéines actives. C'est des protéines actives parce qu'ils consomment de l'énergie. Ils consomment de l'énergie sous forme d'ATP. Alors c'est un peu plus académique, parce que je vous dis au départ qu'il y a une consommation d'énergie. Ça veut dire que le système n'est pas à l'équilibre thermodynamique quoi qu'il arrive. Je vais vous montrer qu'on peut vérifier explicitement que ce système-là n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Donc on fait la même expérience qu'avant. Alors la façon dont est faite l'expérience maintenant, c'est qu'on met des petites billes à l'intérieur du gel d'actine et de myosine. On mesure la fluctuation des billes. On fait une deuxième expérience où on piège les billes avec une pince optique et on les force à osciller et on mesure la force, donc on mesure la fonction de réponse. Et puis, comme tout à l'heure, on mesure le rapport qui devrait donner 1, où on mesure à la fois la fonction de réponse qui est en bas et puis le spectre de fluctuation qui est en haut. Alors j'ai un film de l'expérience qui m'a été envoyé par Christoph Schmidt, qui était à Göttingen à l'époque, quand il faisait cette expérience-là. C'est pas très gros, mais on va essayer de l'agrandir, voilà. Ça, c'est les billes qui fluctuent. Alors, quand il m'a envoyé ça, par retour du courrier, je lui ai dit, mais tu te fous de moi, elle ne fluctue pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose où il y a de l'ATP ou il n'y a pas d'ATP? Là, il y a de l'ATP, et les billes fluctuent. On voit, par exemple, qu'il y en a quelques-unes qui bougent. Si vous regardez celle-là, par exemple, ou celle-là,
ces débits qui fluctuent. L'amplitude est très faible. Évidemment, j'ai demandé ce qui se passait s'il n'y avait pas d'ATP. S'il n'y a pas d'ATP, il m'a dit on ne voit rien, ça ne sert à rien que je t'envoie un film où ça ne bouge pas. Donc l'effet qu'on regarde, c'est ça, c'est les fluctuations de ces petites billes-là. On mesure la fonction de réponse de ces petites billes-là. Et voilà ce qu'on trouve. Donc à haute fréquence, comme tout à l'heure, et pour la même raison, hein, à haute fréquence, quand on mesure les propriétés mécaniques, on va mesurer les propriétés mécaniques du réseau polymère lui-même. Donc il n'y a aucune raison à ce que l'activité compte. Puis quand on arrive à basse fréquence, là c'est plutôt 1 Hz, on s'aperçoit que la fonction de réponse est basse et qu'il y a des fluctuations supplémentaires. Donc à cause de l'action des moteurs moléculaires, il y a des fluctuations supplémentaires et la température effective n'est pas égale à la température réelle. Donc ça veut dire que ce système est bien un système hors équilibre thermodynamique et on peut vérifier comme ça, vous allez me dire ce qu'on savait déjà, mais que ce gel qui n'est formé que d'actine et de moteurs moléculaires myosine est un système qui dissipe bien de l'énergie et qui est un système qui est hors équilibre thermodynamique. Alors évidemment, on a envie de se dire, après tout, pourquoi se contenter d'un système in vitro comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire le même genre d'expérience avec une cellule? Alors l'expérience est un peu plus difficile, mais Christoph Schmidt l'a faite après. Donc l'expérience avec une cellule. Donc il prend une cellule, et puis il accroche 2 billes cette fois dessus. Donc il fait de la biochimie de façon à accrocher 2 billes de chaque côté de la cellule, et puis après la variable qu'il regarde, c'est la distance entre les 2 billes. Alors l'expérience est un peu plus compliquée à interpréter, elle n'est pas aussi directe que celle-là, où c'est vraiment ce que je vous ai dit qui est mesuré. Dans celle-là, il faut faire un certain nombre d'interprétations théoriques simples, mais il arrive à montrer comme ça que la cellule n'est pas à l'équilibre thermodynamique, ce qui est assez rassurant. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le théorème de fluctuation-dissipation. Il y a une dernière chose dont je voulais parler, c'est est-ce qu'on peut généraliser ce théorème de fluctuation-dissipation? Je vais appeler ça troisièmement. Alors, il y a plusieurs généralisations qu'on peut envisager. Il y en a qui sont très simples, et dont vous comprendrez très facilement. Il y en a qui sont un peu plus subtiles. La première chose, c'est qu'au lieu d'avoir une variable x, qui est un scalaire, je pourrais avoir une variable plus compliquée, je pourrais avoir plusieurs variables. Et ma variable x pourrait être un vecteur. Donc si x est un vecteur, je peux reprendre toute la théorie. La fonction de corrélation, c'est une matrice. La fonction de réponse, c'est aussi une matrice. Et puis, ces deux matrices satisfont la même équation que ce que j'ai montré, c'est pour ça que je l'ai fait avec une seule variable, parce que je suis un peu flemmard. Elles satisfont la même relation, qui est que la dérivée de cette matrice-là, dc sur dt, est
égal à moins kt qui, si t est supérieur à 0 à cause de mon histoire de causalité. Donc ça marche avec une variable, ça marche avec plusieurs variables, il n'y a aucune difficulté. C'est un petit peu plus subtil si vous essayez de l'écrire dans l'espace de Fourier, parce qu'il faut définir qui seconde proprement, mais enfin ça ne pose pas beaucoup de difficultés. Une deuxième question, c'est est-ce qu'on sait faire des choses avec des systèmes qui ne sont pas au voisinage de l'équilibre thermodynamique? Donc, si vous prenez des systèmes qui sont franchement hors équilibre, c'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de la fonction de réponse linéaire, il y a toute une série de théorèmes qui s'appellent les théorèmes de fluctuation. Je ne vais pas rentrer dans ces théorèmes-là. Mon collègue Bernard Derrida a fait un cours entier sur les théorèmes de fluctuation. On peut appliquer ces théorèmes de fluctuation au système biologique qu'on est en train d'étudier. Il y a plusieurs relations. Il y a une relation de Cook, il y a une relation de Jarzynski. Ces théorèmes-là impliquent le théorème de fluctuation-dissipation au voisinage de l'équilibre. Simplement, la seule chose que je voulais montrer, c'est que pour des systèmes qui sont franchement hors d'équilibre, il y a encore des résultats généraux qui sont ces théorèmes de fluctuation. Puis il y a un troisième type de généralisation. Je vous ai parlé d'états stationnaires hors d'équilibre. Si on considère un état stationnaire hors d'équilibre, on peut mesurer les fluctuations dans cet état-là. On peut regarder la fonction de réponse de cet état stationnaire hors d'équilibre et on peut se demander si on peut écrire un théorème de fluctuation-dissipation pour ces états stationnaires hors d'équilibre. Alors on ne peut pas l'écrire de façon aussi simple que ce que je vous ai écrit, le théorème de fluctuation-dissipation. Il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de choisir des variables pour lesquelles le théorème de fluctuation-dissipation va marcher. C'est-à-dire de choisir des variables de façon à ce que dans ces variables-là, les fluctuations soient directement reliées à la réponse. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec Jacques Pro et Juan Parando. Donc, ça ne marche pas pour toutes les variables. On est obligé de choisir des variables spécifiques. Il faut que ça soit markovien dans ce qu'on sait faire. Oui. Il y a une deuxième stratégie, qui est la stratégie qui a été utilisée par Udo Seifert. Il faut se débarrasser de la température, ça c'est quelque chose qui est simple à faire. Et puis après, on peut essayer d'écrire le théorème de fluctuation-dissipation comme on a envie de l'écrire et regarder quelles sont les corrections. Et ce qu'arrive à faire Udo Seifert, c'est écrire les corrections comme des fonctions de corrélation compliquées à plusieurs corps. Donc on peut essayer d'étudier la correction au théorème de fluctuation-dissipation quand le système n'est pas à l'équilibre. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. La seule chose sur laquelle je veux insister, c'est moins simple quand on étudie un état stationnaire qui n'est pas à l'équilibre, mais on arrive quand même à faire des choses. Ces résultats-là sont beaucoup moins faciles à utiliser que le théorème de fluctuation-dissipation dont je viens de vous parler. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est discuter une autre méthode pour voir si un système est à l'équilibre ou pas, et je veux discuter de ce qu'on appelle le bilan détaillé. Donc, je vais regarder ce qui se passe maintenant avec la violation du bilan détaillé. C'est grand 3. Alors, je vais commencer par des choses très très simples. Je vais considérer un système qui n'a que 3 états.
je vais appeler ces états ABC. Et puis ce système est dans un état stationnaire. Donc dans cet état stationnaire-là, je peux définir une probabilité PA stationnaire qui soit dans l'état A, une probabilité PB stationnaire qui soit dans l'état B, et une probabilité PC. Donc j'ai trois probabilités. PA, PB et PC. Après, la façon dont le système évolue dans le temps, c'est qu'il y a des transitions pour aller de A à B, des transitions pour aller de B à C et des transitions pour aller de C à A. Puis évidemment, il y a des transitions dans l'autre sens. Donc il y a des taux de transition. Je vais les dessiner en rouge. Celui-là, je vais l'appeler KAB. Celui-là, je vais l'appeler KBA. Celui-là, je vais l'appeler KBC. KCB. Celui-là, c'est KCA. Celui-là, c'est KAC. Maintenant, ce que je peux regarder, c'est le flux dans cet espace de phase qui est très simple, où j'ai que trois points. Je peux regarder le flux de A à B. Dans le flux de A à B, il y a un flux, j'allais dire à l'endroit, qui m'amène de A à B. C'est KAB fois PA. Quand je suis dans l'état A, j'ai une probabilité PA d'être dans l'état A. Et puis, si j'ai un taux de passage de A à B qui est KAB, par unité de temps, je vais transférer le système de A à B avec un flux qui est KAB fois PA. Puis j'ai un flux de B à A qui est KBA fois PB. Donc le flux total entre A et B, c'est la différence entre le flux de A à B et le flux de B à A. Je vais appeler ça JAB. Donc c'est PA KAB moins PB KBA. Là, je me suis intéressé au passage de cet état-là à cet état-là. Je peux m'intéresser au passage de cet état-là à cet état-là, ou au passage de C à A. Et puis, j'aurai trois flux comme ça, JBC et JCA. Maintenant, il y a une façon de définir un système qui serait à l'équilibre thermodynamique, c'est de dire que mon système est à l'équilibre thermodynamique s'il n'y a pas de flux dans le système. Donc, s'il n'y a pas de flux dans le système, je vais imposer que JAB est égal à 0, que JBC est égal à 0 et que JCA est égal à 0. Donc à l'équilibre, je vais imposer que les flux sont nuls. Donc JAB égale JBC. Si j'écris que JAB est égal à 0, ça me dit que PA fois KAB est égal à PB fois KBA. Cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la relation de bilan détaillé. Évidemment, si j'impose que tous les flux sont nuls, je vais avoir une relation de bilan détaillé pour ce lien-là, pour ce lien-là et pour ce lien-là. Et le bilan détaillé sera vérifié si pour chaque paire A et B, j'ai PA KAB égale PB KBA. Si ces relations sont violées, ça veut dire qu'il y a des flux dans le système et le bilan détaillé est violé.
Donc une façon de tester si un système est à l'équilibre thermodynamique, c'est de tester soit si ces flux-là, que ces flux-là sont non nuls, ou de tester une autre relation que je vais vous écrire. Il y a une astuce quand on a un système comme ça et qu'on fait un cycle, c'est qu'on peut regarder le produit des taux KAB, soit KBC, soit KCA, et puis on le divise par la chose inverse, KAC, KCB, KBR. Alors je vous laisse faire le calcul, ça n'a pas d'intérêt que je le fasse directement, mais si on utilise ces trois relations-là, on va trouver que le produit des taux de transition dans un sens est égal au produit des taux de transition dans l'autre sens, et donc ce rapport est égal à 1. Maintenant, vous m'accorderez que mon système à 3 degrés de liberté, ce n'est pas infiniment réaliste, mais si vous prenez un système qui a des degrés de liberté qui sont discrets, si vous prenez l'espace des phases et que vous faites un cycle dans l'espace des phases, quel que soit le cycle que vous faites, vous pourrez faire ce raisonnement-là. Et donc, si vous prenez le long d'un cycle le produit de tous les taux dans une direction et que vous divisez par le produit de tous les taux dans l'autre direction, quel que soit le cycle dans l'espace des phases, vous devez retrouver 1. Donc, c'est vrai pour 3 états, mais c'est vrai pour n états, et c'est vrai pour tout cycle dans l'espace des phases. Alors, je vais faire un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous montrer un exemple, qui d'ailleurs est dû au même groupe, au groupe de Christoph Schmidt. Qui a essayé d'utiliser cette idée-là pour montrer qu'un système est hors équilibre thermodynamique. Alors, je vous mets des références un peu olé olé. Dans mes notes, elles sont un peu plus précises et je vous les mettrai sur Internet. Comme ça, vous pourrez avoir accès aux articles originaux si vous voulez. Donc, le système qu'a étudié Christoph Schmidt et ses collaborateurs, il est là. C'est cette algue qui s'appelle Chlamydomonas. C'est une petite sphère, vous voyez le rayon, c'est un organisme à ce niveau-là qui est unicellulaire. Vous voyez le rayon qui est de 10 microns. Et puis ce qui est important, c'est qu'il y a 2 flagelles ici. Et puis en bougeant ces flagelles, cet organisme avance. En gros, je vais vous le montrer, mais en gros, il nage la brasse comme ça. Donc c'est comme ça que ces algues avancent. Alors, voilà un film qui a été fait dans le laboratoire de Jimmy Golub. Et vous voyez les 2 flagelles qui battent. Puis hop, les 2 flagelles sont plus synchronisées. Il y a un glissement de phase, puis les deux flagelles se rattrapent, et les gens comme Golub ont mesuré des choses extrêmement précises, le champ de vitesse créé par un organisme comme ça qui se déplace. Ce n'est pas très simple, on ne peut pas l'éclairer comme on veut, donc c'est des expériences qui ne sont pas très simples, mais on arrive à maîtriser les expériences sur cet objet de façon assez propre. Il y a des choses très belles qui ont été faites sur cet objet-là. Si on considère maintenant beaucoup de ces objets-là, ils ont tendance à s'associer par 2 pour faire ce que les gens appellent des colonies. Donc on a des associations de 2 chlamydomonas comme ça, des associations de 3 chlamydomonas comme ça, et puis jusqu'à un certain nombre. Et au-delà d'un certain nombre, ça fait un organisme multicellulaire. Et il y a certaines cellules qui se spécialisent pour faire avancer l'objet. Et puis il y a certaines cellules qui se spécialisent pour reproduire l'objet. Donc c'est un très bel exemple, et ça a été étudié par Ray Goldstein. C'est un très bel exemple de transition entre des organismes unicellulaires et des organismes multicellulaires. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est vous décrire cette expérience qui a été faite dans le groupe de Christoph Schmidt. Ce qu'ils font, eux, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ils ne s'intéressent pas du tout à tout l'organisme. Ils ont pris un des flagelles, donc ils arrivent à détacher le flagelle de l'algue, et puis ce flagelle bat encore. Donc il lui faut des moteurs moléculaires, il lui faut de l'ATP, et puis il bat encore. Et ce à quoi ils se sont intéressés, c'est d'essayer d'appliquer cette idée-là sur un des flagelles de Chlamydomonas. Donc tester le bilan détaillé.
Alors là, j'ai la référence. C'est Battle. Dans Science en 2016. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ils font ça. Donc voilà des images du flagelle qui bat. Pour diminuer le nombre de variables, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les modes propres de battement du flagelle et ils ont décomposé un mouvement du flagelle réel comme ça sur les modes propres de battement du flagelle. Et puis, ils ont considéré que 3 modes propres, ça suffisait. Donc, ils ont dit que toutes ces conformations-là, c'est une superposition linéaire des 3 premiers modes propres qui sont dessinés ici. Donc ça me ramène à un système à 3 variables, qui sont 3 variables continues, qui sont les amplitudes, quand je projette cette forme-là sur ces 3 modes propres qui sont là, et on oublie tous les modes propres supplémentaires pour lesquels l'amplitude est très faible. Ça veut dire que je peux tracer un espace des phases ici, où j'ai 3 variables. Mode 1, ça veut dire c'est l'amplitude qu'il faut mettre devant le mode 1 pour retrouver ces points-là. Mode 2, c'est l'amplitude qu'il faut mettre dans le mode 2 pour retrouver ces conformations-là. Et mode 3, pareil. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont discrétisé cet espace des phases. Donc, au lieu de considérer ça comme un espace continu, ils ont considéré que c'était des points discrets. Et puis, pour chacun des points discrets, ils ont calculé une probabilité que le flagelle soit dans cette configuration-là. Donc, une configuration du flagelle, c'est un des points qui est là, avec 3 amplitudes, qui sont les 3 amplitudes des 3 modes. Donc, ils ont regardé beaucoup de conformations du flagelle, ils ont fait des statistiques, et voilà, la couleur ici indique la probabilité que le flagelle soit dans cet état-là. Donc, ce point-là, il a une probabilité qui est ce qu'on trouve sur cet axe-là d'être dans l'état 2, non 3, une probabilité qui est ce qu'on trouve le long de cet axe-là dans l'état 1, une probabilité qui est le long qu'on trouve dans cet axe-là dans l'état 3. Et puis après, ils ont regardé la déformation, la dynamique du flagelle, et ils ont traduit ça en transition d'un point à un autre. Donc ils ont discrétisé aussi la dynamique, et ils l'ont décrite comme des transitions entre ces points pour lesquels ils avaient déterminé les probabilités. Ça veut dire qu'on est très très près de ce que j'ai fait là. Pour chaque point, ils ont déterminé vers où ça transitait et quel était le taux de transition vers lequel ça transitait. Une fois qu'on a fait toute cette analyse statistique, on peut prendre 2 points voisins et regarder quel est le flux entre 2 points voisins. Et ce que vous voyez ici, c'est non seulement des probabilités, mais vous voyez des flèches, et les flèches vous indiquent le flux. C'est un peu compliqué à voir, et c'est dans un espace à 3 dimensions, ils l'ont projeté sur des plans ici, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un flux, et il y a un flux qui tourne dans cet espace des phases. S'il y a un flux, d'après ce raisonnement-là, ça veut dire que le système ne satisfait pas le bilan détaillé et hors équilibre thermodynamique. Donc ce flagelle-là, et là non plus, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'idée et la méthode qui me semble applicable à d'autres systèmes pour lesquels la réponse est moins évidente. En regardant dans l'espace des phases, en discrétisant, on arrive à calculer les flux. S'il y a des boucles de flux comme ça qui sont observées, ça veut dire que le système ne satisfait pas le bilan détaillé et n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Donc voilà un deuxième exemple de méthode qui nous permet de vérifier si un système est à l'équilibre thermodynamique ou pas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu de questions. Je n'arrive pas à croire que vous n'en avez pas. Donc on va ouvrir un peu la place aux questions. Comme je disais au début, ça ne me gêne pas que vous en posiez, tout au contraire. Je trouve ça plus vivant. Pour moi, c'est un peu rassurant aussi de voir des questions être posées. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser ou pas.